Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 grands sujets. Le premier, l'actualité, parce que nous l'attendions avec impatience. Nous avons enfin une ministre de l'Éducation nationale. Donc là, on va pouvoir parler de qui est Anne Genté et qu'est-ce qu'elle peut apporter au système éducatif. Ensuite, on aura un petit débat sur la pause numérique dans les collèges, une expérimentation qui pourrait devenir obligatoire dès 2025. Et après, nous allons répondre à la question d'un parent pour enfin avoir le plaisir d'écouter Céline nous parler de son nouveau livre. Nous terminerons avec une rubrique un peu plus légère pour comprendre ce que nos enfants disent. Alors, cette semaine, je vous demande d'accueillir mes co-invitées régulières Amélia Matard, Émilie Berthet et enfin Céline Steyer qui est notre invitée du jour, qui est la créatrice du podcast Nouvelle Héroïne, autrice et maman de 2 petites filles. Céline est une figure inspirante de l'empowerment des jeunes filles et viendra partager avec nous son parcours et ses réflexions sur l'éducation, mais surtout elle viendra nous parler de son livre qui vient juste de sortir. Alors, c'est l'actu. On ne l'attendait plus, on ne savait plus qui ça allait être. Eh bien, nous avons une nouvelle ministre de l'Éducation nationale, la 5e en 2 ans. Je pense que là, on est en train de battre un record absolu. Et donc, cette ministre, c'est Anne Genté, qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d'une semaine. Et il faut dire que ce choix a pas mal surpris, parce qu'en fait, quand on regarde son CV, on cherche d'où vient cette nomination et qu'est-ce qu'elle a fait en termes d'éducation, puisque elle a été expat pendant plusieurs années à Singapour. Elle a créé une entreprise de formation pour le personnel de maison. Et ensuite, elle a été députée des Français à l'étranger et jusqu'à présent, elle siégeait plutôt à la commission défense qu'à la commission éducation. Alors, on se dit, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir pas de changement parce qu'elle n'a pas forcément de connaissances sur le sujet, ou alors des gros changements. Alors, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nomination ? Est-ce que vous avez été surpris ? Très clairement, c'est vrai que c'est assez surprenant d'observer quelqu'un débarquer dans un secteur qui est quand même assez compliqué, avec à la fois des considérations très techniques à avoir sur comment fonctionne l'école, les programmes scolaires, etc., et aussi des considérations organisationnelles. Enfin, c'est pas n'importe quel ministère, c'est un ministère qui est particulier à diriger. Et forcément, on se dit, débarquer un peu de nulle part, est-ce qu'elle va s'en sortir sur notamment ces 2 aspects-là? Mais à la fois, je me dis, apporter un petit peu un vent de fraîcheur aussi et de nouveauté, pourquoi pas? Ouais, je rejoins aussi Amélia là-dessus parce que c'est vrai que pourquoi pas, en fait, donnons la chance aussi à des personnes qui sont pas forcément, elle peut peut-être apporter autre chose, mais aussi c'est ce que tu disais, c'est le nombre de changements qu'il y a eu en 2 ans qui est assez dingue et un peu inquiétant. Ça déstabilise quand même beaucoup de choses, beaucoup de monde et donc aussi les enfants, je pense, par effet de rebondissement. Donc en tout cas, j'espère qu'elle aura au moins le temps de mettre en place des choses et de là voir ce qu'elle vaut et voilà, quelles seront ses propositions, quoi. Alors moi, c'est vrai que le fait qu'il y en ait 5 en 2 ans, c'est assez alarmant. Moi, c'est surtout la question que je me pose, c'est comment aussi les enseignants vivent cette nouvelle arrivée, parce que c'est eux aussi qui vont être confrontés. Laissons la chance le temps et voir ce qu'elle va proposer, comment est composée son équipe aussi. C'est aussi quelle équipe elle a derrière, quels sont les profils, les personnalités qui s'en dégagent. Et puis quelle politique elle va poursuivre, quelles sont aussi la place à la. Alors je sais pas si ça dépend de la petite enfance, ça dépend aussi de l'éducation nationale ou si c'est complètement décorrélé. Non, c'est le ministère le secrétariat à la famille qui. À la famille qui de la petite enfance, donc c'est complètement décorrélé, ce qui est
coup assez surprenant. Enfin, donc voilà, laissons la chance à Anne. Ouais, moi au début, je me suis dit, oh là là, ouch, ça va être dur. Et puis après, avec le recul, je me dis, elle a peut-être 2 points positifs pour elle. C'est qu'un, elle a été pendant des années à Singapour, et Singapour, c'est quand même le pays qui est numéro 1 dans les classements PISA. Donc peut-être qu'elle va pouvoir montrer, insuffler des choses qu'elle a vues là-bas et qu'on pourrait faire ici. Et puis 2, je me dis que comme elle a développé un organisme de formation et que en France, les enseignants manquent cruellement de formation, parce qu'on est à 3 jours de formation par an en moyenne versus 12 jours, par exemple, à Singapour par an, quoi. Donc peut-être qu'elle va se pencher sur ce sujet de la formation qui est quand même très compliqué à l'éducation nationale. Donc comme vous l'avez dit, on va donner sa chance aux débutants, à la débutante, et puis on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Est-ce qu'elle a déjà annoncé des choses ou pas encore, ou une ligne de conduite ou des intentions? Non, c'est tôt aussi, ouais. Non, la seule chose qu'elle a fait là pour l'instant, c'est elle a fait des communications par rapport à des violences qui ont eu lieu dans un collège, mais rien de plus. On va passer à la deuxième partie de l'émission, le débat, la pause numérique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors pour certains, les smartphones étaient déjà interdits dans les collèges depuis plusieurs années, mais le fait est qu'ils sont toujours là, et donc il y a 200 établissements qui ont commencé à tester cette initiative qui oblige les élèves à laisser leur téléphone à l'entrée. Alors moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'Amélia, notre spécialiste du numérique. Est-ce que tu penses que la pause numérique, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, dans l'absolu, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est vrai que le téléphone abrite plein d'applications, et si on souhaite s'y connecter, j'en sais rien, moi, pour faire un calcul sur sa calculette, il y a de fortes chances qu'il y ait des notifications qui nous amènent sur autre chose et qu'on soit détourné de ce qu'on voulait en faire initialement. Après, juste la pause numérique en tant que telle, je trouve que c'est très très insuffisant, et c'est vraiment regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Je pense que c'est vraiment une éducation très globale qu'il faut apporter aux ados, certes, mais très largement aux enseignants, aux parents, à toute la société, parce que les adolescents, ils vivent pas dans une société à part quand ils passent la porte du collège. Ils vivent dans une société où on est tous hyper connectés, on a tous à nous améliorer sur ce sujet, et c'est un petit peu injuste. Enfin, je peux imaginer qu'ils le vivent en tous les cas comme ça, de considérer que eux, on les prive d'un outil qui est devenu le greffon de tous les êtres humains de cette planète connectée, sans que toute la société au global puisse se remettre en question, et puis sans leur apporter à eux des explications sur le pourquoi, sur le comment, enfin qu'on favorise leur adhésion pleine et entière à ce sujet, pour pas que ça crée un sentiment de frustration, qui se sentent braqués et puis qui rejettent cette mesure, qui la voient comme une punition. Je pense que ce serait complètement contre-productif, quoi. Ouais, moi j'aurais préféré qu'ils mettent des cours d'éducation au numérique pour expliquer l'impact des réseaux sociaux, pour expliquer l'addiction qu'il y a derrière, l'économie de l'attention, enfin ce genre de choses. Parce qu'en fait là c'est juste déplacer le problème, quoi. Je pense oui, tout à fait. Dire vous aurez pas les smartphones, comme ça il y aura moins de harcèlement en cours. Je pense pas que le harcèlement s'arrêtera parce qu'il y aura pas de smartphone en cours. Mais bon, Émilie, Céline, vous avez un avis, vous, sur ces questions-là? Moi, je suis assez d'accord avec Amélia, c'est que déjà interdire pour interdire, c'est jamais la solution. Enfin, ils vont trouver forcément des solutions pour communiquer, etc. Je suis assez d'accord avec toi, Solène, sur le fait d'expliquer en fait comment utiliser les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on y trouve.
je sais qu'il y a des parents qui sont complètement affolés, par exemple, par l'utilisation de WhatsApp sur le smartphone de leurs ados. Donc c'est plutôt effectivement des cours de prévention. Et puis la pause numérique, ça nous concerne aussi nous, parents. Moi, quand j'attends mes filles, alors elles sont encore en maternelle, mais quand je les attends à 4h30 ou 5h30 à la sortie de l'école, tous les parents, ils sont sur leur téléphone. Donc en fait, on est aussi les premiers concernés. Et tu disais récemment que quand ils nous voient, on a notre téléphone en prolongement de nous-mêmes. Et quand on est à la maison, on est sur notre ordinateur. Donc, ils nous voient en permanence, nous, connectés et hyper connectés. On est certainement les hyper connectés de la société aujourd'hui. Donc, c'est à nous aussi de changer le comportement. Donc, interdire pour interdire n'est pas forcément la solution. Après, il y a effectivement le harcèlement scolaire. Il vient pas seulement du téléphone. Voilà, il est dans la cour de récréation, il est par le papier, il est par la parole, il est par l'exclusion des enfants. Donc c'est un problème plus sociétal qu'il faut voir dans son ensemble quant à l'utilisation de ces réseaux sociaux, de ces messageries et qui est absolument affolant. Enfin, récemment, moi, j'étais jamais allée sur TikTok. Je suis allée sur TikTok et j'étais vraiment affolée par ce qu'on pouvait y trouver. Mes filles, elles sont encore jeunes. Mais j'ai très peur de ce qui va se passer dans 10 ans. Si ça va être exponentiel ou au contraire si on aura diminué. Mais c'est à nous, parents aussi, de donner l'exemple et de montrer qu'on n'est pas hyper connecté et qu'on ne vit pas qu'à travers ces réseaux sociaux et cet Internet. Émilie ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu à contre-courant de la société dans laquelle on est. En fait, c'est avec nous, c'est avec les enfants, donc c'est plutôt d'interdire. Ça va pas aller dans le sens, c'est un peu ignoré. Enfin voilà, c'est une fausse bonne solution. L'idée, c'est effectivement, je vous rejoins, c'est d'aller plus dans l'accompagnement, la compréhension et d'essayer de trouver des solutions qui vont avec plutôt que contre. Et surtout qu'en plus, ils sont tous connectés pour faire leurs devoirs. Ils doivent regarder une application pour regarder leurs devoirs. Donc en fait, aujourd'hui, s'ils n'ont pas un smartphone ou un ordinateur et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur pour les enfants, c'est hyper compliqué, même pour faire ses devoirs, d'être sans téléphone, quoi. Enfin, je suis parfaitement d'accord avec vous et très clairement, il y a un besoin d'éducation autour de ça qui est la base en fait, qui devrait venir bien en avant et bien en amont de cette interdiction pure et simple. Mais après, récemment, j'ai écouté justement un épisode de podcast de « Et si tu posais ton tel ?» Je sais pas si vous connaissez ce podcast qui est vraiment pas mal sur l'hyperconnexion. Et elle a interviewé Yves-Alexandre Talman, qui est spécialiste justement de la volonté. Et lui, ce qu'il disait, et j'ai relevé la phrase, c'est « Les gens qui ont le plus de volonté sont ceux qui ont le moins de tentation dans leur vie ». Pour illustrer le fait que quand on a son téléphone devant les yeux, en fait, c'est très très difficile d'y résister. C'est un peu comme si vous étiez au régime courgette à l'eau et blanc de dinde, et puis qu'on met devant vous un fondant au chocolat qui sort du four, très compliqué. Et que finalement, ce qu'il préconisait, c'est effectivement de s'accorder des temps de connexion parce qu'on en a besoin, parce que ça fait partie de la vie sociale, de la culture, du besoin d'être au monde aujourd'hui, mais aussi de s'accorder des temps sans téléphone. Et nous, on a fait ça depuis quelques temps chez nous. On a une boîte où on met le téléphone dedans quand on rentre. Et on sait que pendant 2 heures, de 19 à 21 heures, les téléphones sont dedans. Ils sont en sonnerie, donc on peut nous appeler. Et voilà, si quelqu'un a besoin de nous joindre, on va aller voir qui nous appelle. Mais il n'y a pas le téléphone qui est visible parce que moi, la première, le téléphone, s'il est sur la table, je vais regarder si Solène, elle m'a pas écrit sur WhatsApp. Et tout ça pour dire que cette idée, effectivement, de retirer l'objet de tentation de devant les yeux est pas mauvaise. Mais voilà, encore une fois, il faut effectivement qu'il y ait des explications, de l'accompagnement. Mais je fais exactement la même chose que toi, moi aussi dans l'entrée. Et par exemple, quand on regarde des films le soir, etc., je mets mon téléphone dans l'entrée parce que sinon, je sais que je vais être sur le téléphone en même temps que je regarde le film, ce qui est complètement contre-productif.
Et moi, j'essaye de faire la même chose avec mon aîné. Enfin, moi, le smartphone n'est pas dans ma chambre quand je dors parce que sinon, la première chose que tu fais le matin, c'est de le regarder. La dernière chose que tu fais le soir, c'est de le regarder. Et donc, je lui dis, le smartphone n'est pas dans ma chambre, donc il n'est pas dans la tienne non plus, quoi. Et donc, mais c'est vrai que ça demande une prise de conscience et de mettre en fait en place des règles. Et ça, c'est c'est de l'éducation et c'est de la nouvelle éducation, parce que nos parents n'avaient pas du tout ces enjeux-là. Ouais, absolument. Bon, alors la pause numérique, on va voir ce que ça donne. On attend les résultats de cette expérimentation, parce que l'idée, c'est que suite à ça, peut-être que ça sera interdit partout. Donc, on va suivre ça de près chez Génération Parents et vous donner des nouvelles. Ok, et alors maintenant nous allons parler de l'actualité de Céline. Alors Céline, pour te présenter, tu as 40 ans. Et des paillettes. Et des paillettes sur LinkedIn, tu dis que tu as aussi des paillettes. Donc tu es née avec une agénésie de la main gauche. Tu vis à Paris avec tes 2 filles qui ont 5 et 3 ans. Et dans une autre vie, comme beaucoup d'entre nous ici, tu as travaillé dans le salariat et tu étais directrice marketing. Et un jour, tu as décidé de créer des podcasts. Alors juste le podcast Nouvelle Héroïne, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui ne suivent pas ce podcast, je vous invite vraiment à le suivre. Il y a 15 000 écoutes mensuelles, 20 000 abonnés sur tous les réseaux sociaux, 5 millions de vues sur LinkedIn en 18 mois. Et donc, Céline, est-ce que tu peux nous raconter ce fameux soir, si c'était vraiment un soir, où tu as eu le déclic et cette idée de créer le podcast Nouvelle Héroïne? Merci beaucoup Solène pour cette introduction. Oui, j'ai commencé dans le divertissement, donc je pense que j'avais une première graine qui voulait que je continue un jour dans les médias, ça c'est sûr. Et effectivement, moi en fait mon déclic, c'est un peu la maternité. Parce qu'un soir de confinement, donc c'était bien un soir, c'était la veille des 1 an de mon aîné, où en fait je me posais énormément de questions sur le monde d'après, dans quel est le monde dans lequel elle allait grandir, qu'est-ce qu'on allait laisser. J'étais un peu perdue, les librairies étaient fermées, et donc je regarde la bibliothèque et je me dis mais qu'est-ce que je vais lire à ma fille? J'avais certainement pas envie de lire trop et Petit ours brun. Et donc, je prends la BD des culottés de Pénélope Bagieux, qui est donc une BD que moi j'adorais, qui raconte des histoires de femmes qui font un peu ce qu'elles veulent. Et donc, je prends ce livre, je vais à côté de ma fille et je me dis, qu'est-ce que je vais lire comme histoire? Donc, en fait, il y a Joséphine Baker, mais c'est des histoires de femmes qui ne sont pas dans notre monde qui était actuel. Et donc, je choisis de lire cette histoire de Clémentine Dellet, qui était une femme à barbe, qui est née en 1895, qui était tenancière de bar. Et en fait, c'est assez étrange que je choisisse cette histoire, parce que moi, je me dis, je savais pas que la femme à barbe, ça existait. Alors peut-être qu'à l'époque, effectivement, elle les cachait, qu'elle se cachait. Et je pense que ça renvoyait un petit peu à mon histoire. Je ne suis pas une femme à barbe, mais je suis née effectivement avec une différence. Et que moi, petite, je n'avais pas d'héroïne qui me ressemblait. J'avais pas, j'ai grandi effectivement dans les années 80-90 où mes seules héroïnes c'était Martine, les héroïnes Disney, donc il y avait Aurore de La Belle au Bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, et c'est tout en fait, peut-être Juliette, voilà, c'était toujours, ou les petites filles modèles. Donc en fait mes héroïnes d'enfance, voilà, c'était des petites filles modèles. Et même pas Punky Brewster qui était un peu différente ou... Si, Punky Brewster, mais t'avais toujours cette espèce de bons sentiments, et puis c'était à la télé, donc c'était pas dans les livres. Si, t'avais Fifi Brin d'Acier. Je suis Fifi Brin d'Acier. C'était quand même très rare, et moi j'étais pas Punky Brewster, je me retrouvais pas dans cette héroïne, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus les héroïnes de petites filles modèles, qui cherchent à être top modèle, ou qui cherchent le prince charmant, qui rêve de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et donc, quand je lis cette histoire-là, donc ma fille sourit,
j'imagine qu'elle n'a pas très bien compris, elle avait 1 an, c'est juste parce que moi je lui lisais cette histoire. Puis je ferme le livre et je me dis, mais tiens, si Pénélope Bagieux raconte des histoires, moi je peux le faire aussi, et je me vois très bien, hein, c'est dire à mon mari, ben moi aussi je peux raconter des histoires, et il me dit, ben tiens, prends un micro, il y en a un dans l'armoire. Et c'est là, on était au confinement, donc commençait à y avoir les podcasts de Bliss, de Clémentine Gallet, de Mathieu Stéphanie. C'était vraiment au tout début du podcast. Mais bah tiens, je vais le faire aussi. Et à cette époque-là, j'étais encore dans le salariat pleine d'espoir, et j'ai commencé à écrire des histoires de femmes d'aujourd'hui. J'avais lancé un message sur Instagram, et donc j'ai eu ma première, c'était une entrepreneuse, la fondatrice de Comet Cosmétiques, qui dit, mais moi je veux bien raconter mon histoire, j'adore les podcasts. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, après, je suis enceinte de ma 2e fille, et je lance le podcast la veille de mon accouchement. Donc forcément, quand je me retrouve avec 2 petites filles de moins de 2 ans, c'était compliqué de continuer le podcast. Je l'ai mis un petit peu en stand-by. Et à un moment donné, on se dit, bon, ben là, 40 ans et des paillettes, c'est le moment de faire ce qu'on a envie de faire, d'être libre, et je me suis dit, ben pourquoi pas ne vivre de ce podcast. Mais c'est vraiment parti de comment est-ce que je veux que ma fille grandisse dans ce monde, lui donner tous les outils possibles pour qu'elle ait confiance en elle, pour qu'elle ait... On parle beaucoup de cette notion de rôle modèle. Alors, je l'emploie pas trop, c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Nouvelles héroïnes, parce que petit, on nous parle de super-héros, on nous parlait pas vraiment de super-héroïnes, et j'avais vraiment envie de l'outiller pour qu'elle ait confiance en elle, pour qu'elle ait cette envie de devenir libre, de faire ce qu'elle veut, de tracer sa route, son propre chemin, de devenir qui elle est. Et ça renvoyait à mon histoire, parce que moi, petite, on me traitait de sorcière, on me comparait au Capitaine Crochet, à Édouard aux mains d'argent. J'étais un peu timide, j'étais un peu en retrait. Malgré tout, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'avais vraiment envie de raconter ces histoires pour l'aider, et aussi de proposer des histoires qui soient différentes. Parce qu'aujourd'hui, dans les livres, souvent, on catégorise les femmes. Donc, soit vous avez des livres sur des super sportifs, sur l'écologie. Moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait une pluralité de profils, c'est-à-dire que tu peux retrouver Louane, Angèle, qui sont des personnalités ultra connues, comme des héroïnes qui sont aujourd'hui plus invisibilisées, porteuses de handicap, qui ont un message très engagé à transmettre. Et donc voilà, donc tu vas lire Louane, tu vas lire l'histoire de Maude Privot, qui est une danseuse qui a été amputée à la naissance et qui est devenue danseuse, qui fait aujourd'hui du basket fauteuil. Et donc c'était aussi, me disais, voilà, je sensibilise les autres enfants, je raconte des récits plus inclusifs, pour qu'ils se rendent compte, et on l'a très bien vu cet été lors des Jeux paralympiques, les enfants ils se sont dit, oh waouh, mais elle peut faire ça avec une jambe en moins, ou elle peut faire du tir à l'arc sans membre, enfin voilà. Donc pour moi c'était aussi de mettre en avant, de mettre en lumière ces histoires qui sont invisibilisées et qui cultivent, on va dire, la tolérance, ou en tout cas le respect des différences. Et je pense que quand on cultive cette tolérance envers les autres, on devient aussi plus tolérant envers soi-même, et ça nous aide aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette pluralité de profils, de récits différents de ce qu'on peut lire ou de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur papier glacé, ou ce qu'on peut voir sur écran bleu, voilà, avec Nouvelles héroïnes. Donc c'est devenu un podcast avec de nombreuses histoires toutes les semaines. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un livre. Ouais, et on en a bien besoin parce que, je le rappelle, les petites filles, dès l'âge de 7 ans, elles pensent qu'elles sont moins intelligentes que les petits garçons. Donc, voilà, elles ont besoin d'avoir confiance en elles, et on a besoin de leur donner ce boost de confiance en elles. Et puis, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'avoir une pluralité, parce que toutes les petites filles voudront pas être astronautes, toutes les petites filles voudront pas être Beyoncé, et donc
moi, ce que je trouve super, alors moi, ce que j'adore, ma préférée dans ton livre, moi, c'est Nina Métayer parce que j'adore les pâtisseries. Et donc, voilà, dans le livre, il y a vraiment de tout, des chercheuses, des chanteuses, des sportives. Et ça, je pense que du coup, quand tu vas lire les histoires, il y aura toujours une personne dans laquelle la petite fille elle pourra se reconnaître et se dire ah bah moi bah oui j'ai envie d'être elle et puis bah cultiver cette ambition qui souvent manque cruellement aux petites filles. Alors du coup le livre donc il est sorti la semaine dernière, c'est ça? Il est sorti mercredi 18 septembre, oui. Ouais. Et alors comment t'as fait pour choisir parce que là, sur le podcast, t'as plus de 60 histoires ou t'en 75. as 75. Et donc là, t'as dû faire des choix. Comment t'as fait pour te dire ah bah je garde celle-là dans le livre Alors déjà, il en fallait 20. Donc voilà. Et puis le livre, pour la chronologie, il faut quand même que toutes les histoires soient écrites à partir à une certaine date. Donc les 75, c'est aujourd'hui à date, mais avant l'été, j'en avais beaucoup moins. En fait, je voulais avoir des femmes qui avaient réalisé leur rêve de petite fille, parce que Nouvelles Héroïnes, c'est aussi le super pouvoir donne le super pouvoir aux filles de rêver grand, de croire en ses rêves. Donc j'avais vraiment envie de montrer aussi des histoires de filles qui avaient un rêve de petite fille. Nina Métayer d'être pâtissière, Hélène Drouin de gravir les plus hauts sommets du monde, Louane qui avait plus effectivement ce parcours très particulier de devenir orpheline très jeune. Elle est chanteuse aujourd'hui, mais elle a toute une histoire très compliquée avant et elle a réussi en fait, à surmonter tous ces obstacles, à essayer de s'extraire de cette case auquel on essayait de la mettre. Donc en fait, je voulais, pour que chaque histoire, il y ait un message précis, je voulais varier les profils aussi en âge. Donc c'est-à-dire que tu as Peggy Boucher. Peggy Boucher, elle avait 20 ans en 1999 quand elle a traversé l'Atlantique à la rame, et tu as Maude Pruvot qui a 15 ans. Donc je voulais vraiment qu'il y ait plusieurs, qu'on traverse les âges, parce qu'en fait, oui, ce sont les petites filles qui le lisent, ce sont les petits garçons, enfin les jeunes filles, c'est entre eux à partir de 8 ans, mais vraiment la cible, c'est les 10-12 ans. Donc les garçons lisent aussi Nouvelles Héroïnes ou écoutent Nouvelles Héroïnes, parce qu'en fait, ils se disent « Waouh, elle est trop géniale, cette femme, elle est trop, trop forte ». Et aussi les parents. Parce qu'en fait, nous, dans les années 80, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas grandi avec ces histoires. Donc en fait, nous aussi, ça nous inspire, ça nous aide aussi à gagner en confiance. Donc je voulais vraiment qu'il y ait, c'est dur, hein, 20, il y ait des sportives, il y a des championnes olympiques, bien sûr, par rapport à l'actualité, on essaye toujours aussi d'être dans l'actu. Donc il y a Clarisse Allegrenou, il y a Mélanie de Jésus de Santos, et voilà. Donc, mais c'est très frustrant de pas pouvoir mettre tous les profils, et bien sûr ça amène au tome 2, évidemment. Et je pense que ça a été le choix de Pénélope Bagieux quand elle a fait Les Culottées, c'est qu'il faut choisir pour que toutes les filles s'y retrouvent au moins, c'est-à-dire qu'on va parler de harcèlement scolaire, on va parler du handicap, on va parler de l'homosexualité, enfin je veux dire, il y a vraiment toutes les thématiques qui sont traversées, mais c'est dur effectivement de faire ce choix. Amélia, vous avez des questions pour Céline? Déjà, au-delà d'une question, je voulais te dire bravo pour ce travail, parce que c'est un vrai travail hyper important et qui s'impacte sur nos enfants, vraiment du concret. Là, on peut leur donner. Moi, je me suis vraiment donnée en chemin de vie pour mes enfants, de les guider vers de l'inspiration au sens large, qui sont inspirés au quotidien par des parcours, comme tu disais, des parcours de passé, présent, et qui eux peuvent se permettre de se projeter dans le futur. Et c'est surtout ces femmes qui sont du coup et qui peuvent être ces modèles d'inspiration et non plus des exceptions. Et ça, c'est très important.
Notamment, moi, c'est la même chose pour ma fille comme pour mon fils. Vraiment, il est béni en tout cas par des des parcours inspirants de femmes. Je pense qu'il connaît plus de parcours de femmes maintenant, il a 3 ans, mais que d'hommes. Enfin voilà, donc du coup, je me dis voilà, il va être inspiré, il a envie de faire comme Alice Guy des films, et je trouve ça génial parce qu'il a ce modèle-là en tête. Et vraiment, ton travail permet ça, et ça, déjà bravo. Et du coup, qu'est-ce qui dans les femmes que tu as enfin que tu mets en avant, pardon, quelle est peut-être une qui ressort et qui toi t'inspire aussi et qui t'a donné envie de faire autre chose ou d'avancer? Alors, je pense que c'est vraiment chacune, en fait, apporte quelque chose. Hélène Drouin, qui est la plus jeune femme française à avoir gravi l'Everest, je trouve que je crois que j'ai publié son histoire, elle est dans le livre également, juste avant la diffusion du documentaire d'Inoxtag, donc je trouvais que ça assez marrant. Mais en fait, c'est surtout toutes les étapes qu'elle a franchies pour gravir l'Everest. Et en fait, elle le dit très bien, c'est pas forcément la destination qui importe, mais c'est vraiment toutes les étapes que tu vas mettre en place, tous les apprentissages que tu vas avoir. Donc je pense que toutes ces nouvelles héroïnes, elles ont nourri moi aussi mes propres rêves, et à chaque fois, ce que j'adore, c'est les déclics qu'elles ont dans leurs histoires. Quand Maud Pruvot, qui a 15 ans, donc qui a été amputée d'une jambe à la naissance, elle cache pendant toute son enfance et son adolescence sa prothèse par de la mousse, parce que voilà, elle se cache, elle accepte pas son histoire, et un jour, elle voit Tiffaine Soldet. Donc Tiffaine Soldet, c'est une para-athlète en saut en longueur qui, les suites d'un cancer, on lui a aussi amputé une jambe. Et du coup, quand elle la voit avec sa prothèse, elle dit « Waouh, elle est belle, elle est sûre d'elle, je veux être comme elle ». En fait, quand j'entends ça, moi, ça me nourrit et je me dis « Mais forcément, ça va avoir un effet miroir sur toutes les jeunes filles, même qui se sentent pas bien dans leur corps, qui n'acceptent pas leur corps, qui n'acceptent pas leur différence. » Et dans le livre, on a effectivement ces histoires, mais aussi avec ma maison d'édition Larousse Jeunesse, on a mis des petits exercices de développement personnel, c'est-à-dire écris une lettre à ton futur toi dans 20 ans, ou pour vraiment inciter et nourrir les pensées des enfants, ce qu'ils aiment pas, pour essayer de les aider à développer leur talent en fait. Donc ça va au-delà de l'histoire, c'est presque un livre de développement un peu personnel pour leur donner confiance au-delà du récit inspirant. Là, je suis sur la page Quelle sportive es-tu ? Donc c'est Wendy Renard, et puis on a un quiz avec voilà qu'on peut remplir, et je pense qu'il faut saluer aussi l'illustratrice, parce que le livre est hyper qualitatif, il y a plein d'images, c'est hyper coloré, et donc c'est hyper sympa à avoir entre les mains. Exactement, l'illustratrice qui est Louise de La Ville et les Nuages, qui a été tout de suite emballée par le projet. Et pour la petite anecdote, moi, quand j'ai pensé Nouvelles Héroïnes, ce soir-là, je m'étais fait un petit mood board et j'avais mis les illustrations de Louise parce que je rêvais qu'un jour, elle illustre mes histoires. Donc la bouquet. Eh ben en tout cas, moi je sais que maintenant là, dès que mes fils ont un anniversaire d'une copine, je sais tout de suite ce que ils vont apporter comme cadeau d'anniversaire. Donc je vous invite vraiment à tous acheter ce livre chez Larousse Jeunesse. Alors on va passer à la prochaine rubrique qui est la rubrique au secours. Donc on vous invite chaque semaine, chers parents, à nous envoyer vos problématiques et on va essayer d'y répondre. Et là, on a Laure qui nous a envoyé sa problématique. Bonjour, ma fille de 9 ans fait de la danse et elle me dit déjà qu'elle ne veut pas faire le spectacle de fin d'année car elle a le trac. Comment je peux l'aider ? Alors, Émilie, toi qui es une spécialiste de l'accueil des émotions et qui est sophrologue, est-ce que tu aurais des astuces pour que la fille de Laure fasse le spectacle de fin d'année ?
Alors, déjà, on parle d'un objectif. Donc, enfin, est-ce que déjà il va vraiment y avoir un spectacle? Est-ce que elle se projette avec les capacités qu'elle a maintenant? Et voilà, il faut aussi lui dire qu'elle va apprendre des choses, que ça va être un cheminement, ça va être la finalité. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Céline. C'est des étapes avant d'aller à la finalité. Et en fait, là, sa fille se projette déjà sur la fin. Donc, effectivement, c'est anxiogène aussi. On ne sait pas comment et justement qu'elle va acquérir tous les pas de danse, toute la chorégraphie au fur et à mesure de l'année pour y arriver. Ce que je pourrais, là, à quoi je pense, c'est est-ce que vraiment la danse, ça lui plaît aussi? C'est des choses qui peuvent être importantes à avoir avec son enfant. C'est, est-ce que tu es contente d'y aller? Est-ce que c'est une finalité? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te donne ce trac? Est-ce que c'est d'avoir du public? Est-ce que c'est ce que je viens de dire, c'est de pas savoir tout de suite te projeter sur cette finalité, donc pas savoir ta chorégraphie. Est-ce que c'est te dire que les autres seront meilleurs, etc. Donc c'est définir pourquoi elle a le trac et après se dire qu'est-ce qui lui plaît dans la danse, si c'est quelque chose qui lui plaît ou qu'est-ce qui pourrait lui plaire dans ce spectacle. Je sais pas, un costume, la musique, d'être avec sa copine, d'elle de se révéler, donc de se projeter là-dessus, mais voilà, de trouver tout de suite le petit élément qui pourrait lui plaire pour que déjà les cours de danse deviennent pas aussi anxiogènes, parce que ça peut être aussi le cas si elle se dit, si elle pense qu'à ça tout de suite, et donc se projeter sur quelque chose qui lui plaît là et qui lui donne envie, et donc voilà, et d'en parler aussi avec la prof de danse, je pense que ça peut être pas mal, et de lui dire voilà, qu'est-ce que tu ressens? Toujours les émotions, de toute façon, c'est le corps c'est physiologique, donc voilà, c'est quelque chose qui ressort de soi. Donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est vraiment du trac? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est du stress? Qu'est-ce que finalement mettre des mots sur ce que ressent sa fille? Et du coup, on trouvera des solutions un peu plus facilement pour y remédier. Merci Émilie. Amélia, Céline, vous avez déjà été confrontée à ce genre de choses avec vos enfants? Oui, clairement. Et moi, mon fils, il a fait plusieurs années de foot dans un club qui était très compétitif. Et donc, j'ai pu observer effectivement des moments de stress à un âge où je trouve que c'était pas du tout approprié de se mettre une telle pression. Et ça rejoint un baromètre qui a été établi il y a pas longtemps par la Fondation pour l'enfance, le baromètre des violences éducatives ordinaires. Et il s'avère que, alors je dis pas du tout que cet enfant est victime de violences éducatives, hein, mais malgré tout, moi ce serait aussi un point de vigilance que j'aurais. Est-ce que cette prof est voilà, bienveillante, encourageante, parce qu'on sait en plus qu'il y a certaines disciplines dont la danse où voilà, l'exigence parfois est telle que voilà, on a tendance à mettre plus de pression qu'il ne faut aux enfants. Le foot pareil, enfin ça dépend des clubs, hein, mais voilà, il y a des clubs où effectivement très petits, on est dans la compétition et dans la victoire à tout prix. Et donc ce baromètre des violences éducatives ordinaires, pour la première année cette année, s'intéresse justement aux violences éducatives dans les contextes périscolaires. Et il s'avère que notamment en France, voilà, on peut bien mieux faire parce que on a encore beaucoup de profs voilà, de sport, de disciplines culturelles qui considèrent que voilà, un peu de stress et de cris, ça fait pas de mal, ça permet de progresser. Alors peut-être que certains enfants le vivent mieux que d'autres, mais pour certains enfants, c'est très, enfin c'est générateur de beaucoup de souffrance. Alors voilà, c'est évidemment, encore une fois, peut-être que il s'agit pas du tout de cela et peut-être que il s'agit de tout à fait autre chose, mais en tous les cas, je regarderais aussi cet aspect si j'étais ce parent. Oui, moi j'ai remarqué ma grande fille, elle était plus dans cette situation de trac quand elle connaissait l'environnement, c'est-à-dire quand elle est devant ses copines, des gens qu'elle connaît déjà, que dans un environnement complètement inconnu. Par exemple, quand on part en vacances et qu'elle connaît personne, elle a aucune difficulté en fait à aller sur scène ou alors que quand elle est dans un environnement où peut-être il y a ce jugement des autres qu'elle connaît déjà et que elle est un peu plus, effectivement, elle a plus le trac. Enfin, je le vois, elle le verbalise pas encore, mais je le vois dans son attitude. Et oui, et du coup, ma question, Émilie, est-ce qu'il y a des techniques, je sais pas, de relaxation face au trac que tu préconises pour les enfants, quelque chose qui dure, enfin parce que j'imagine. On va pas leur demander de faire une séance de 20 minutes de sophrologie avant de rentrer en scène, mais enfin, je sais pas, des choses de visualisation. Alors, oui, il y a des techniques, hein, parce que vu que je suis sophrologue, si je te dis non, je suis mal, mais oui, il y a des choses. Tu parlais plus pour avant de rentrer en scène, c'est ça, ou Ouais. de... S'ils ont le trac avant de rentrer en scène.
Là, alors déjà l'angoisse ou le stress qui peut être avant un événement, il est plutôt bon. Enfin voilà, c'est quelque chose de normal aussi. Il faut se dire ça, c'est que c'est de l'adrénaline, c'est du stress qui arrive. Après, pour s'en débarrasser et rentrer bien dans son moment, bah il faut s'en débarrasser, je veux dire physiquement et évacuer. Donc souvent, toujours associé avec la respiration, hein, parce que c'est ce qui va faire baisser le stress, qui va pouvoir nous détendre vraiment. On peut donc inspirer et puis je sais pas, taper dans le vide ou taper du pied ou voilà, faire quelque chose où physiquement on évacue et en même temps on expire, on souffle, voilà, on libère vraiment, on a envie de faire ce geste, on fait cette libération de ce qui monte en nous avant de rentrer en scène et d'être complètement dans son moment. Dernière rubrique. Alors moi j'ai décidé d'insérer dans cette émission une rubrique qui s'appelle Qu'est-ce qu'ils disent? Alors je ne sais pas vous, mais moi des fois je les entends. Donc notamment j'ai mon fils aîné qui joue souvent en ligne avec ses copains. Donc il y a le WhatsApp qui est en haut-parleur parce qu'ils jouent ensemble et j'entends des mots que je ne comprends pas et donc je me dis il me faut un décodeur et la semaine dernière donc les copains déjeunaient à la maison et je leur ai dit moi vous me rendez fou avec votre frère, ils s'appellent tous frères. Et donc je leur dis mais c'est quoi cette nouvelle mode? Donc ils s'appellent tous frères et alors ce que j'ai découvert c'est que les filles aussi elles s'appellent frères. Et donc, on a tous nos enfants, là, au collège. Ils s'appellent tous frères. Les filles, c'est des frères. Et donc, moi, je suis un peu en mode, je fais ma rabat-joie de service et je dis à mon fils, mais les mots ont un sens. Ce ne sont pas tes frères. Et donc, j'ai été un petit peu me renseigner sur pourquoi est-ce qu'ils s'appelaient tous frères, même si ils n'étaient pas frères et qu'ils n'avaient aucun lien de parenté. Et en fait, en leur demandant, et puis en allant voir un peu à droite à gauche, c'est pour eux une manière de se dire qu'ils font partie du même club, du même cercle, et c'est un gage de confiance. Ça veut dire on peut compter l'un sur l'autre. Il y a même le psychologue Samuel Dock qui a écrit un livre sur en fait ce que les punchlines des ados, qui dit que pour eux c'est sécurisant. C'est une manière de se serrer le coude, d'être ensemble face au monde des responsabilités. Et cette période difficile de l'adolescence vécue comme une confrontation à la société est un bouillonnement qui les tétanise. Et de pouvoir s'appeler frères entre eux, ça leur permet de se dire que ils sont soudés face à ce monde et qu'ils font partie un petit peu du même club. Donc, si vous entendez vos garçons et vos filles qui s'appellent frères, même s'ils sont pas frères, c'est tout à fait normal, c'est rassurant pour eux. Et alors, j'ai lu qu'il y avait 13 nuances de frères. Donc, il y a ref, frérot, frollo, frelon, sauce, poteau, mon gars, zinku, zinc, zinclar et gimfre, le verlan de frangin. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous entendez tous ces mots, c'est normal, ça les rassure et donc ils sont tous frères. Voilà. Est-ce que vous avez entendu est-ce que cette mode est déjà arrivée chez vous? Enfin, moi j'ai avec Amélia, on a des pré-ados. Céline et Émilie peut-être un petit peu moins, mais est-ce que vous avez entendu cette mode du frère à toutes les sauces? Non, je m'inquiéterais. Hein. Pour le coup, si ça arrive. Et puis alors, je me demandais, mais pourquoi pas sœur? Ouais, je pense vraiment. Voilà. Et même les filles disent frère maintenant, elles disent pas sœur. Amélia, c'est arrivé chez toi? Non, c'est pas encore arrivé chez moi, mais moi-même n'étant pas tout à fait encore sortie de l'adolescence, ça me fait penser. Ça me fait penser à moi qui dis à tout va meuf, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le même, même démarche rhétorique, quoi. Ouais, c'est vrai. Meuf, ouais. Bon. Allez, voilà, on ne s'inquiète pas, hein. On va avoir du frère à tout va, là, c'est la nouvelle mode, mais voilà.
Donc j'espère que je vous aurai rassuré. Eh ben, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, ce premier épisode de Génération Parents. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder les prochains. J'espère que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants, pour développer l'ambition de vos filles. Un grand merci à Amélia, Émilie et Céline qui a accepté d'être la première invitée du podcast. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes et de nous laisser vos commentaires et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que ça vous aura donné envie de suivre les suivants. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du 21e siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du 21e siècle. Merci.